honneur que d'ouvrir ce colloque, un grand honneur car l'ISSTO est un monument des actions au sens social du travail qui collabore depuis maintenant 40 ans, puisque c'est la date anniversaire avec notre université. Donc cette relation, collaboration met en avant la sensibilité de Rennes 2 aux questions de formation et de recherche dans un monde du travail en perpétuelle évolution. Elle permet ainsi aux organisations syndicales d'être en avance de phase, finalement, par rapport aux transformations actuelles de notre société, du travail. Donc, j'ai regardé le programme de ce colloque avec attention, et ce colloque souligne des choses qui sont relativement importantes dans les actions de formation, notamment en matière de santé, de bien-être au travail, de discrimination en tout genre, d'handicap, d'égalité femmes-hommes, tous ces thèmes qui sont très chers à Rennes 2, mais qui en font aussi en partie son ADN, qui fait que l'université de Rennes 2 est une université engagée et qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Donc, je félicite une fois de plus, si je n'ai pas encore dit que c'était vraiment un élément, on va dire, structurant de notre université. Je félicite les organisateurs pour ce colloque et je vous souhaite à tous et à tous de très beaux échanges et puis d'un programme qui est extrêmement riche et varié. Merci. C'est bien ça. Merci. Bonjour à tous. Je suis à vrai dire à la fois honorée, mais aussi impressionnée d'être invitée à participer aux allocutions d'ouverture de ce colloque. Lui-même, comme ça vient d'être souligné, assez impressionnant à la fois par l'ampleur et la diversité des sujets à traiter, mais aussi sa profondeur historique. 40 ans. Et là, c'est bien, c'est mieux, tout près de moi. Et puis effectivement, de le faire en présence de gens heureux, évidemment, c'est particulièrement impressionnant pour moi. Alors, je ne savais pas trop quel était le format attendu de cette allocution. Alors, pardon si c'est un peu long, parce que du coup, je me suis un petit peu posé un moment pour réfléchir à ce que j'avais vu, moi, dans mon parcours, changer dans le monde du travail, voir ce qui n'a pas changé, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui demeurent. Je ne vais pas dire que j'ai une carrière qui fait 40 ans, mais pas loin, ça tombait bien. je me suis un peu posée, j'ai réfléchi, et ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait aussi un certain nombre de sujets de permanence, et que parmi les permanences, l'importance du travail dans l'organisation sociale, évidemment, elle reste. C'est la palissade, mais même si d'autres projets existent pour vivre d'autres choses que de son travail, aujourd'hui c'est encore le travail qui donne les moyens d'existence, c'est lui qui apporte aussi le lien social, et c'est peut-être au moins aussi important, voire évidemment le statut social. Comme si presque finalement le reste de la vie s'organisait autour du travail et de l'administration du travail où je suis maintenant. D'ailleurs, je m'aperçois que quand on parle d'accès à l'éducation, d'accès aux soins, de la faculté de se déplacer, eh bien on en parle. Alors évidemment, quelqu'un qui viendrait de l'ARS ou de l'éducation nationale ne dira pas la même chose. Mais nous, on n'en parle pas du tout comme des droits en soi, mais on en parle comme des freins périphériques à l'emploi quand on n'en a pas. Donc je me suis dit que le travail, c'était aussi ce qui occupait la majeure partie de nos vies, et puis je me suis dit que j'allais quand même vérifier avant de lire une palissade comme celle-là. Et j'étais regardé ce que dit Jean Viard, qui a compté, vous savez, tous les moments de notre vie, et Jean Viard, en fait, il dit que le travail n'occupe aujourd'hui plus que 10 à 12% de notre temps sur une vie, alors qu'il occupait 40% de la vie d'un Français en 1936. Alors évidemment, grâce au congé payé et grâce aux 35 heures, on y reviendra. Mais malgré tout ça, Jean Viard dit aussi que nous ne sommes pas libérés du travail, et je pense que vos travaux de ces 2 jours le démontreront. Et si le travail structure la société, à l'inverse, on voit bien aussi que les évolutions sociétales, les crises qu'on a traversées en 40 ans ont profondément transformé le monde du travail. Ça relève aussi de lieux communs, mais il faut rappeler la nette augmentation des métiers du tertiaire,
qui correspond d'ailleurs à un choix qui est celui de la baisse corrélative de l'industrie. Et puis aussi les aspirations sociétales avec la féminisation du marché du travail, évidemment, qui répond à un enjeu d'émancipation des femmes. Mais on se le représente mieux quand on regarde en chiffres ce que ça signifie, que depuis le début des années 80, précisément 40 ans, le nombre de femmes qui occupent un emploi a augmenté de 3,2 millions, pendant que le nombre d'hommes qui occupent un emploi a augmenté seulement de 200 000 personnes. Donc ça montre comment le monde du travail a changé. Mais les crises économiques aussi ont transformé le salariat en apportant, chacun le sait, la précarisation, délitement du lien contractuel, de plus en plus hétérogène dans ses formes, évidemment les CDD, les temps partiels, les temps très très partiels maintenant, jusqu'à créer une zone grise de l'emploi non salarié, mais quand même fortement subordonné, voire le retour de ce qu'on connaît parfois du travail à la tâche. Ces évolutions, elles ont fait émerger des sujets nouveaux dans le champ des revendications et des négociations, vous en parlerez pendant ces 2 jours. La conciliation des temps, au-delà du temps de travail, le bien-être, comme Monsieur le Président vient de le dire à l'instant, la lutte contre les discriminations, la sécurisation des parcours, mais aussi, et j'ai vu que vous l'aborderez dans les tables rondes, des pratiques syndicales nouvelles pour tenter d'organiser un salariat plus éclaté, voire, comme on vient de le dire, des travailleurs sans contrat de travail. Alors, pour autant, les inégalités dans le monde du travail, elles demeurent, elles ont pris de nouvelles formes, plus complexes, plus uniquement, même si je ne nie pas que ça existe encore, mais plus uniquement entre le capital et le travail, il y a des sujets, notamment dans les négociations sur les rémunérations, plus seulement entre les salariés et les personnes privées d'emploi, mais à l'intérieur du salariat lui-même. Certains de vos confrères ont bien argumenté, étudié ce phénomène, entre ceux qui ont des compétences recherchées, qui peuvent négocier leur rémunération, choisir leur forme d'emploi, exiger des organisations du travail adaptées. Ceux qui discutent aujourd'hui sur les accords télétravail savent bien qu'il y a une certaine pression de certains, mais que tous ne sont pas en capacité de le faire. Et puis ceux qui tournent dans des contrats courts, qui accèdent difficilement à la formation, sont exclus des accessoires de la rémunération. Et c'est une réalité plus complexe à saisir pour les représentants du personnel notamment, quand par exemple un CDD peut être à la fois un choix revendiqué d'autonomie pour certains, ou un piège qui enferme et dans l'insécurité et dans la pauvreté pour d'autres. Alors la négociation collective, que du coup j'ai vue, vous le savez, dans ma carrière sous des angles un peu différents que celui d'aujourd'hui, la négociation collective, elle s'est profondément transformée, tant dans ses thématiques du coup que dans ses modalités. Les lois Auroux, vous en parlerez tout à l'heure, ont été le démarrage d'un vrai changement de paradigme sur la question de la démocratie sociale au sens large, et évidemment la négociation collective aussi, en ouvrant un champ qui n'a cessé de croître et que l'on mesure chaque année encore dans le bilan de la négociation collective. D'ailleurs, je profite de la tribune qui m'est donnée pour dire qu'on mesure un peu trop quantitativement, à mon goût, encore aujourd'hui, ce que produit la négociation collective, qu'on aurait vraiment besoin d'une analyse plus qualitative. Et moi, j'aimerais bien que la DREX, c'est direct, travaille avec des universitaires pour essayer de creuser un peu la production qualitative de la négociation collective, en particulier sur notre territoire en Bretagne. Donc le dialogue social est désormais reconnu par de grandes institutions nationales comme internationales, la Banque de France, le FMI, etc., comme un facteur de performance globale d'un pays et même comme un facteur de performance économique des entreprises. On a fait quand même du chemin de ce point de vue en 40 ans. Et la situation avec le Covid aujourd'hui qu'on vit le confirme. Non seulement la négociation ne s'est pas arrêtée pendant cette période, mais il y a eu beaucoup d'accords, 950 accords de branche, 77 000 accords d'entreprise, et finalement, à l'intérieur de ça, assez peu sur le Covid, quelques-uns, mais ce n'est pas l'essentiel. Il a eu, le dialogue social, un rôle incontournable dans la gestion de la crise, et en Bretagne, j'ai été témoin que la conférence sociale bretonne qui s'est réunie en mars 2020, elle a été un levier essentiel pour éviter le collapsus de l'activité économique. C'est là où on s'est rendu compte, entre partenaires sociaux, que la notion d'activité de métier essentiel avait peu de sens et qu'il fallait que toute la chaîne fonctionne et qu'il fallait donc permettre à tous ceux qui le pouvaient, en les protégeant, de travailler. C'est aussi le dialogue social en Bretagne qui a permis de sauver la saison de l'apprentissage à la sortie de crise, puisque quand on a eu peur pour l'emploi des jeunes, les partenaires sociaux, organisations professionnelles comme syndicales, se sont mobilisés pour faire en sorte qu'on puisse accueillir un maximum de jeunes dans les entreprises, notamment en apprentissage.
Alors, le dialogue social, il a aussi facilité la gestion de la crise sanitaire, la mise en place des protocoles sanitaires, du télétravail, et plus globalement des conséquences de la crise au niveau de l'organisation du travail et sur l'emploi. Alors, sans être idéaliste, hein, ça a été aussi parfois avec des tensions, avec l'intervention de l'inspection du travail, qui a pu être ou conciliatrice ou parfois sanctionnée assez rarement. Mais d'où l'idée que le dialogue social, ça a vraiment été majeur dans la période qu'on vient de traverser. La démocratie sociale, dans son ambition de 81, elle a été aussi approfondie par la mesure de la représentativité, qui donne une plus grande légitimité au résultat de la négociation collective. Et la négociation elle-même s'est évidemment beaucoup transformée au travers des récentes lois et ordonnances travail, avec pour objectif de redonner plus de marge de manœuvre à la négociation d'entreprise, en partant du postulat que c'est au plus près du terrain que les compromis ont du sens. Que justement parce qu'on a élargi les champs de la négociation, pour faire référence à ce qui a été dit tout à l'heure, à des sujets plus complexes, c'est moins facile à mesurer, les mieux-disants donc s'apprécient aussi par ceux qui les vivent. Bon, reste à savoir si les partenaires sociaux dans les entreprises veulent, savent ou peuvent s'en saisir, et pour ça il faudra attendre le bilan en cours pour en avoir une idée. En tout cas, s'agissant du monde du travail, j'ai terminé. Ce qui est certain, c'est qu'on est loin d'avoir une vision précise des changements que la Covid suscite et va susciter dans les relations de travail. Encore une fois, pour le vivre tous les jours au travail, on voit comment les choses ont changé à une vitesse incroyable, la quête de sens, une aspiration renforcée encore à la conciliation du temps, mais aussi à l'inverse, le risque accru de l'individualisation et de l'isolement. Et donc, beaucoup de beaux sujets en perspective pour un prochain colloque. Merci. Merci beaucoup. Chers collègues, chers amis, c'est une joie d'introduire ce colloque de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest. Je le dis souvent, mais c'est vrai que ces journées de rencontres et d'échanges sont une récompense pour vous appuyez tout au long de l'année. Donc merci vivement de votre présence. Chère Madame Destac, merci vivement de votre présence. Voilà plusieurs années maintenant que nos structures ont plaisir chaque année à mettre en place ces colloques sur des sujets, vous l'avez dit, ô combien importants. Votre soutien nous est précieux. Avec votre équipe, j'ai une pensée toute particulière pour Hélène Avignon. Nous tâchons d'appréhender les dispositions et réformes les plus complexes en élaborant ensemble des rencontres de travail devenues aujourd'hui essentielles pour notre Institut du travail. Je remercie vivement la DRET d'avoir accepté de porter à nouveau ce projet de colloque avec nous. Monsieur le vice-président, cher Benoît, je vous remercie vivement d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque et de faire la preuve d'amitié à l'égard de l'Institut, de disponibilité. J'ai aussi une pensée pour Madame la Présidente Christine Rivalanguego et pour Erwan Kuseval, notre membre du conseil d'administration, qui s'investit beaucoup et qui a évidemment été aussi une aide précieuse dans l'élaboration de ces différentes manifestations depuis les dernières années que je dirige cet institut. Les services centraux globalement de l'université ont été encore, comme chaque année, une aide précieuse pour l'organisation de cette manifestation. Je voudrais remercier l'Association française de droit du travail, ses membres, notamment Pascal Lequiec, Franck Eas, Marion Delsol, qui ont également contribué à cette organisation. C'est un honneur que la FDT ait bien voulu s'associer à cette manifestation scientifique. Un immense merci. J'ai une pensée pour les membres du conseil de l'Institut, représentant les organisations syndicales, certains qui sont présents ici, d'autres qui sont à distance. Beaucoup qui sont à distance d'ailleurs. Ils siègent, d'abord ils ont soutenu la création de l'Institut il y a 40 ans et ils siègent aujourd'hui au Conseil depuis sa création. Les organisations le savent, cet institut c'est leur institut et je ne manquerai pas de le rappeler dans quelques instants en expliquant la singularité des missions que notre institut défend au service des organisations syndicales. Je voudrais remercier également mon équipe, Gwenola Billon, qui est juste derrière. Je pense qu'elle est en train de gérer les derniers préparatifs. Noélie Delahaye, Océane Hervaux, Sophie Piette et Pauline Sangleboeuf. Permettez-moi de le redire encore, mais cette organisation est impossible sans l'aide précieuse de ces personnes. Elles ont mis encore leurs compétences au service de l'organisation de ce colloque. C'est vraiment une équipe soudée qui œuvre depuis des mois et elles se sont beaucoup investies pour la réalisation de ces 2 journées, donc je les remercie vivement.
Je voudrais rappeler les missions de l'Institut du travail et des instituts du travail. Celui de Rennes 2 a été créé en 1981 pour répondre aux besoins de formation des militants syndicaux, alors associés tant dans la gouvernance de l'Institut que dans l'animation des formations proposées. Les formations proposées à l'Institut à destination des militants sont co-encadrées par des membres d'organisations syndicales et des universitaires. Et c'est là, justement, où on voit toute la singularité de ces instituts. C'est un lieu singulier de formation et d'échange. On a rarement l'occasion de réunir des personnes de différents horizons. C'est d'ailleurs souvent une question que les intervenants nous posent quand on les invite. Ils nous demandent « mais c'est quel public ?» Mais je ne peux pas répondre à cette question, c'est tout à fait hétérogène, justement, parce qu'on a des étudiants de toutes spécialités, des militants, des militantes, des universitaires, des économistes, des sociologues, beaucoup de juristes. Vous l'avez vu, Jacques. Des membres de l'administration du travail, des conseillers prud'hommes. Alors évidemment, c'est large. Et voyez-vous, l'année dernière, par exemple, on était à peu près 800 connectés sur le colloque sur le suicide au travail à distance. Donc c'est vous dire l'hétérogénéité de notre public. Je le dis souvent, et cette année encore, on le voit à l'approche des élections, les débats sont malheureusement souvent limités à des pour ou contre, des divergences caricaturales et des approches souvent sans nuance et sans subtilité. Et aujourd'hui, je crois qu'il devient essentiel, encore plus que tout, de nous offrir de vrais instants de réflexion collective, d'échange de points de vue. C'est tout l'intérêt, justement, de ces manifestations organisées par les instituts du travail. Quand on célèbre les anniversaires de personnes physiques ou morales, finalement, les anniversaires, c'est l'occasion de deux choses. De nous réunir entre amis et en famille, et c'est aussi nous inviter à faire des bilans et à prendre du recul. Alors évidemment, la différence entre les personnes physiques et les personnes morales, c'est que c'est plus agréable de vieillir quand on est une personne morale, parce qu'on se dit que finalement, on s'inscrit dans la pérennité, notre action, elle mène. Ces colloques sont des moments précieux, je l'ai dit, pour des retrouvailles. Après des mois d'éloignement, de confinement, on a décidé de créer un accès à distance cette année encore, et sans doute que ce mode de connexion continuera d'être assuré à l'avenir parce qu'on a pris le risque effectivement de jouer le nombre d'inscrits en présentiel qui est plus limité, mais à la fois on sait que ces manifestations, et pour notre plus grand plaisir, sont accessibles au plus grand nombre à distance. Ces colloques invitent aussi au recul, au bilan. Certains ne sont pas évidents à réaliser, et puis cette année, la méthodologie imposée à nos intervenants n'était pas simple. Il s'agissait de relever le défi de venir ici, présenter en 10 minutes 40 ans, enfin une rétrospective de 40 ans sur un sujet souvent complexe. Alors évidemment, j'adresse à chacun des intervenants et des intervenantes ici présents les plus chaleureux remerciements. Merci de l'amitié et de l'honneur que vous faites à l'Institut en relevant ce défi. J'ai une pensée toute particulière pour deux d'entre eux. L'un va démarrer et l'autre va conclure. Monsieur le ministre Jean Auroux, je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Venir ici pour faire le bilan de lois si importantes que vous avez portées si haut il y a 40 ans, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait imaginer pour célébrer les 40 ans de l'Institut. Et je remercie Pascal, grâce à qui cette mise en relation a été possible. Monsieur le professeur Jacques Fraissinet, cher Jacques, je me demande encore ce qui t'a pris d'accepter de faire la synthèse d'un colloque qui comptera demain plus d'une trentaine de contributions et en plus, tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de juristes. Alors sache, mon cher ami, que nous sommes extrêmement reconnaissants que tu aies à nouveau accepté d'associer ton nom à cette manifestation si importante à nos yeux. Merci vivement. Bon anniversaire à l'Institut et je vous souhaite à tous et à toutes un très beau colloque. Merci vivement. Et je vais laisser la main à Noélie Delay, qui est professeure à l'Institut du Travail et également chercheure en économie à l'IRES. Elle va présider cette première table ronde et je vais lui laisser le soin d'annoncer ses intervenants.